Non. Bienvenue sur la scène de l'Agora. Merci d'assister à cette dernière session qui va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, donc tout de suite après moi. Dr. Neil Thompson, j'ai le privilège de vous présenter notre prochain conférencier qui présentera un projet pionnier avec une profondeur. Implication pour la politique en matière d'IA et la préservation de la culture. Le Dr. Neil Thompson est le directeur de Future Tech. Initiative de recherche à l'informatique et à l'intelligence artificielle du MI. Laboratoire. Anne est chercheuse principale. Dans le cadre de l'initiative sur l'économie numérique du MI. Il est ici aujourd'hui pour discuter le référentiel des risques liés à l'IA, un référentiel dynamique et complet. Base de données répertoriant plus de 700 risques associés à l'intelligence artificielle. L'expertise du Dr. Thompson a été recherchée par les entreprises, les gouvernements, les agences gouvernementales, nationales, et dans de nombreux pays. En mettant l'accent sur les technologies transformatrices. Expertise interdisciplinaire couvrant l'informatique, les statistiques. Économie et politique publique, le Dr. Thompson apporte un point de vue distinctif sur les défis et les possibilités que représente la technologie de l'IA. Dans la présentation d'aujourd'hui, il abordera le développement du référentiel des risques liés à l'IA et met en évidence les principaux résultats de leur recherche. Particulièrement pertinente pour notre public sera la discussion sur comment cette ressource peut éclairer l'élaboration de politiques culturelles dans un futur piloté par l'IA. Dr. Thompson, la parole est à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter, d'être ici. J'ai grandi au Canada, et même si je suis maintenant basé aux États-Unis, c'est agréable et pour vous parler de quelque chose sur lequel mon laboratoire travaille depuis 1 an et sur lequel nous sommes vraiment ravis de partager avec vous, et c'est une analyse et en particulier, en essayant de créer un référentiel complet qui permettra aux particuliers, aux décideurs politiques, aux membres du monde des affaires, qui réfléchissent à l'importance de l'IA et souhaitent comprendre les risques auxquels ils doivent réfléchir à un endroit où aller pour obtenir ces informations. Contribuez si vous pensez que nous avons oublié quelque chose. OK. Je veux donc commencer aujourd'hui avec un exemple. Ainsi, en 2019, un musée de Floride a créé une bourse d'IA. Salvador Dali sera avec les invités à leur arrivée afin qu'ils puissent. Il pouvait interagir avec eux, leur parler de son travail. Et cela a été un succès. Cela a été écrit dans les journaux, c'était fantastique. Mais bien sûr, comme je suis sûr que vous l'avez déjà entendu tout à l'heure. Aujourd'hui, vous pouvez aussi imaginer que cela présente de nombreux risques. Je pense que cela me vient très vite à l'esprit, non? Nous avons pris l'habitude de penser à des deepfakes, mais il y a aussi d'autres choses. Vous pouvez imaginer quand nous faisons des films. Maintenant, nous scrutons souvent les acteurs pour comprendre, comme si nous voulions les mettre dans un film spécial. Positionnez-vous ou balancez-vous dans les airs comme Spider-Man ou quelque chose comme ça, nous pouvons le faire. Eh bien, que se passe-t-il si vous les scannez dans le premier film et que vous vous dites vous savez, nous aimerions vraiment faire une suite. Peut-être que nous n'avons plus besoin de l'acteur. Leur représentation numérique, en particulier si, dans ce premier film, vous avez obtenu une autorisation. Ce genre de choses, vous pouvez imaginer que cela peut être un peu difficile. OK, donc la première chose que je veux que tu fasses, vous devez noter que lorsque j'en parle, il est vraiment important de ne pas penser uniquement au premier risque, qui apparaît lorsque vous pensez à être capable de reproduire une personne.
Mais il y a tout un tas de risques. Et c'est, encore une fois, l'un des avantages d'avoir un référentiel des risques, une liste de « OK, eh bien, si vous vouliez réfléchir à ce risque particulier, pouvez-vous penser à toutes les différentes choses que les gens rencontrent, pour qu'ils comprennent quels pourraient être certains cas particuliers qui pourraient s'appliquer davantage, à vous ou à un texte de loi en particulier ou similaire. OK, permettez-moi de penser à un autre bel exemple. Il s'agit donc d'un tableau de Midge, l'une des créations artistiques de l'IA. Nous savons donc que nous pouvons reproduire Salvador Dali, nous avons également de très belles œuvres d'art. Encore une fois, je tiens à dire qu'il y a une vraie tension ici, parce que, d'une part, nous devrions dire que c'est quelque chose de fantastique que nous pouvons produire. La beauté de l'art de manière efficace, comme par le passé, lorsque nous avons donné de meilleurs résultats aux artistes. Des outils pour faire de l'art, c'était une bonne chose, non? Cela nous a donné plus. Mais bien sûr, nous devons également nous inquiéter de ce que cela signifiera pour les artistes à l'avenir. Et en particulier, vous pourriez dire, bon sang, vous savez, nous savons qu'il y a une certaine inquiétude à propos de copier, par exemple, copier des œuvres d'art. Eh bien, tu sais, depuis très, très longtemps, les humains ont été inspirés par l'art d'autres humains, non? Et nous disons que cela a été inspiré par, mais nous devons réfléchir à la façon dont cela diffère lorsque vous disposez d'un système d'IA capable de produire, tu sais, un tableau par mois, mais 1000 tableaux par jour. Hein? Des choses aussi. OK. Très bien. Avec ces deux exemples motivants, je veux que nous réfléchissions à l'intérêt d'avoir un référentiel. Et vous expliquer comment nous avons réellement essayé d'y parvenir. Donc, en ce qui concerne le référentiel anti-risque, nous avons dit, d'accord, écoutez. L'IA est une technologie incroyablement polyvalente. Il fait toutes sortes de choses dans le monde, et presque tous ceux qui le regarderont en auront une vision très partielle, n'est-ce pas? Disons que je me concentre particulièrement sur le droit, et ils auront une très bonne idée de ce qui se passe dans le domaine du droit. Je pourrais l'influencer. Quelqu'un d'autre va penser que j'écris du code. Ils en ont une très bonne idée. Vous allez en avoir beaucoup, et de nombreuses vues partielles. Et en fait, c'est exactement ce que nous trouvons. C'est ce que nous constatons lorsque les gens essaient même de résumer. Avant le risque, la couverture la plus importante que nous obtenons est d'environ 70%. C'est vrai, ce qui signifie que tout cadre particulier que quelqu'un a mis en place passe à côté de tout un tas de risques. D'accord, alors nous avons dit, d'accord, ce que nous allions faire, c'est faire cette recherche documentaire systématique. Nous allons donc y aller. Nous allons essayer d'identifier des articles particuliers qui semblent être liés à cela. Ensuite, nous allons rechercher des blogs, nous allons rechercher les citations de ces pages. Nous allons donc dire, eh bien, si vous avez parlé de quelque chose, c'est peut-être pertinent pour nous. Et nous allons parler à des experts, et nous allons nous demander s'il y a une connaissance particulière que nous avons oubliée et qui devrait également être incluse ici. Cela signifie qu'au total, nous aurons un corpus d'environ 17 000 articles que nous examinons dans notre catégorie ici, et à partir de là, nous l'avons réduit à jusqu'à 43 cadres de risques produits par d'autres et qui nous renseignent sur chacun de ces points de vue particuliers sur les risques liés à l'IA. Et nous disons, d'accord, nous voulons maintenant rassembler tout cela, alors nous allons maintenant classer tous les différents risques que nous découvrons dans chacun d'eux. Donc, dans ces 43 frameworks, il y en a plus de 700 différents risques identifiés par les personnes. Nous disons super, nous allons le prendre. Nous allons créer une synthèse de certains des meilleurs cadres que nous avons vus afin qu'ils puissent capturer tous les choses que nous voyons et nous allons classer ces 700 risques dans ces catégories particulières. Et donc, nous allons nous retrouver avec cette belle taxonomie que vous pouvez regarder en groupe. Manière. Vous pouvez donc le voir de manière causale en termes de, eh bien, si le problème vient du qui le fait en premier lieu, ou est-ce que cela vient du système d'IA, par exemple, comme s'il se comporte mal d'une manière ou d'une autre? De toute façon, vous allez pouvoir le regarder par domaine. Et vous dites, oh, ce risque particulier m'inquiète. Risque, vous pouvez également l'explorer de cette façon. OK. Alors, quand tu penses, pensez à cela comme si vous aviez plusieurs éléments de valeur différents. L'une d'elles est comme une liste de choses à faire ou simplement une liste que vous pouvez parcourir. Imaginez que vous exercez une activité et que vous vous dites, j'aimerais vraiment savoir quels sont tous les risques, alors que nous commençons à développer un nouveau système. Prenez notre cadre. Cliquez dessus, non? Et dis-toi, oh, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Oh, je n'y avais pas pensé, d'accord, hein? Vous pourriez donc utiliser cela comme un moyen de commencer à vous faire une idée plus complète de par où commencer, risque que vous devriez prendre en compte. Ou si vous faites de la politique, n'est-ce pas? Tu es en train de dire, je vais créer une législation, mais je m'inquiète pour un domaine en particulier, peut-être. Des choses culturelles, non? Vous pouvez entrer et dire, eh bien, quelles sont celles qui s'appliquent à la culture et quelles sont les ne sont pas couverts par la législation en vigueur, et nous devons donc y réfléchir. Dans cet esprit, ce que je veux faire du reste de mon temps de parole aujourd'hui, c'est vous donner quelques exemples qui proviennent du référentiel et à la fois la catégorisation de ce risque. Quelques citations spécifiques qui en découlent pour vous donner une idée de ce à quoi elles ressemblent.
Et je vais commencer par le genre de général de haut niveau, puis je vais revenir à beaucoup des risques culturels très spécifiques, puis je reviendrai à la fin et je dirai, d'accord, eh bien, si nous partons de cette liste de choses à faire que vous avez à ce sujet, que pouvons-nous faire au-delà de cela pour y réfléchir, comme faire des déclarations plus pronostiques ou des déclarations plus spécifiques sur ce que nous devrions faire. D'accord, peut-être sans surprise. Étonnamment, l'un des risques les plus largement représentés dans les cadres constitue une discrimination injuste et une fausse déclaration. Donc, une citation en particulier. On constate que le pronom il est surprésenté par rapport au pronom elle dans l'entreprise de formation. Des LLM de premier plan, de grands modèles linguistiques, pour en savoir moins sur elle, et ainsi le générer avec probabilité. OK. Je pense donc que nous le connaissons tous très bien. Cela pose également le problème, bien entendu, de reproduire un biais que nous observons dans le monde réel. Mais bien entendu, le défi que nous avons à relever en termes d'intégration de cela dans un LLM est double. Donc, la première est qu'il est intégré et peut donc devenir plus durable. Mais, deuxièmement, bien sûr, les gens créent maintenant de nouveaux contenus avec LLM. Maintenant, le cycle de feedback, c'est vrai, peut rendre le déplacement plus difficile. OK. Ensuite, le risque largement discuté, le compromis en tant que pratique. Ainsi, comme le dit Gabriel, les attaques à la vie privée telles que les attaques contre les membres. L'inférence peut permettre à un attaquant de déduire les dossiers médicaux privés spécifiques qui ont été utilisés pour entraîner une IA médicale. Assistant de diagnostic, non? Donc tu sais, si tu connais cette personne, si vous souffrez d'une maladie particulièrement rare ou quelque chose comme ça, vous pourriez essayer de le nourrir de manière à ce qu'il vous fasse du bien. Un tas d'informations supplémentaires provenant du dossier médical de cette personne, par exemple. OK, passons à celles qui ont été menées de près. Nous avons donc parlé de ceux qui étaient couverts, comme 60% des frameworks. Mais qu'en est-il de la pollution de l'écosystème de l'information et la perte de la réalité consensuelle? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, comme Gabriel l'a dit, ici, alors que de plus en plus de personnes se tournent vers l'assistance de l'IA pour créer et diffuser des informations de manière autonome, les informations destinées au public à grande échelle peuvent devenir de plus en plus difficiles à analyser et des informations fiables. OK, alors qu'est-ce que ça veut dire? Je peux imaginer que si toute une partie du discours sur Twitter devenait un chatbot conversant avec un autre chatbot, d'accord, et ils sont peut-être programmés pour avoir des vues particulières. Aller dans la sphère publique et regarder le discours qui s'y déroule n'est peut-être pas très respectueux sur ce que les gens ressentent réellement. De même, si vous pensez à, eh bien, il est maintenant très bon marché de créer des sites web qui épouseraient des choses particulières. Pour écrire des reportages, vous pouvez vous retrouver avec tout un tas de fausses nouvelles qui représentent, présenter des agendas particuliers et vous devez réfléchir à un moyen de les régler. Pour devenir de plus en plus difficile, parce que, historiquement, nous l'avons fait en le regardant et en disant « Oh, la grammaire, terrible, cela semble avoir été généré automatiquement. » Nous perdons l'un de ces filtres qui nous permet, pour le faire, performance inégale. Entre les groupes. Donc je pense que c'est vraiment une bonne idée parce que je pense. Nous nous inquiétons souvent pour les groupes qui ne sont pas aussi bien représentés. Je trouve que c'est une question qui arrive très clairement. Ainsi, de grands modèles linguistiques sont formés et obtiennent de moins bons résultats dans d'autres langues. Cela est dû en partie à l'indisponibilité des données de formation. Il existe de nombreuses langues largement parlées pour lesquelles aucun effort systématique n'a été fait. Créer des ensembles de données d'entraînement étiquetées tels que le javanais, c'est un groupe important à ne pas voir. Vous pouvez donc voir qu'il y a aussi une boucle de rétroaction potentielle ici de. Vous savez, le contenu est créé dans les langues les plus bien représentées plutôt que dans les langues les moins bien représentées. Défaillance de la gouvernance. Responsabilité. Alors imaginez, vous savez, que vous créez une pièce de l'IA. Elle s'éteint, fait quelque chose et il y a un problème, qui est responsable? Je pense donc que nous y pensons probablement principalement en termes de voitures autonomes, mais bien sûr. Plus général, non? Si vous envisagez d'envoyer un robot IA et d'essayer d'analyser texte ou quelque chose comme ça, et s'il le produit d'une manière qui crée une certaine responsabilité? Et vous devriez vous en inquiéter des deux côtés, non? Si vous dites, eh bien, cela ne devrait pas avoir de responsabilité si vous ne le faisiez pas. Pour ce faire, vous pouvez vous retrouver avec de gros problèmes lorsqu'il y a un préjudice réel pour quelqu'un d'autre et aucune responsabilité ne pourrait blesser les personnes qui le sont, provenant de, et vice versa, non? Si vous êtes responsable, vous pourriez vous retrouver dans une situation où un tas de les outils que nous voulons utiliser sont en fait très difficiles à utiliser. OK, difficulté à influencer les développeurs et les déployeurs. Donc, celui-ci ne porte que sur le défi de la réglementation. Une technologie incroyablement rapide.
Vous pouvez imaginer que si vous dites, eh bien, d'accord, nous allons y aller. Nous allons aller à Ottawa et dire que nous voulons une réglementation fédérale à ce sujet si c'est. En fait, il est difficile d'obtenir cette boucle de rétroaction assez rapidement au fur et à mesure que ces systèmes se développent. Cela pourrait, pour mettre en place les réglementations appropriées. Chômage de masse, non? Il s'agit donc d'une sorte de risque pérenne. Je dirais qu'il ne s'agit pas d'une question culturelle spécifique, même si elle a évidemment de nombreuses implications pour la culture également. Je veux donc être un peu prudente sur ce point parce que vous connaissez mon laboratoire parmi, entre autres, a effectué de nombreux travaux pour essayer de quantifier réellement l'ampleur du chômage à laquelle nous devrions nous attendre. Et certains des chiffres les plus importants que vous voyez sont probablement des surestimations quant à la rapidité avec laquelle cela va se produire. Évolue également, et il pourrait évoluer de manière intéressante, et nous devrions donc continuer à réfléchir à celui-ci également. De même, l'aggravation existante. Inégalité. Donc, si tu penses à dire, d'accord, eh bien, c'est. Vous savez, peut-être que nous n'avons pas de chômage de masse systématique, mais nous avons quand même une situation où cette autonomisation qui accompagne ces outils, n'est-ce pas? L'IA est un outil puissant. Signifie que vous pourriez avoir des personnes qui s'en sortent incroyablement bien, les personnes ou en tirer des résultats particulièrement intéressants, et d'autres personnes pourraient ne pas en tirer et élargir l'écart entre ceux qui disposent de ces systèmes et ceux qui n'en ont pas. Diminution de la qualité et de la sécurité de l'emploi. Ainsi, comme le disent Baer et tous, les risques sociaux liés à l'IA en particulier font référence à la perte d'emploi due à l'automatisation croissante reflétant une résistance croissante vers l'intégration de l'IA. D'accord, donc je pense que celui-ci est particulièrement important, particulièrement pertinent si vous êtes dans une entreprise. Parce que si vous êtes dans une entreprise et que vous dites oh, toutes ces personnes merveilleuses, et j'ai un excellent plan qui va intégrer toutes, et du contenu dans un système qui va tous les remplacer. Imaginez qu'il va y avoir une certaine résistance à cela, non? Et d'un point de vue politique, bien entendu, nous voulons y réfléchir, parce qu'il pourrait y avoir de réels avantages à le faire, n'est-ce pas? Disposer, par exemple, d'un système capable de lire les attentes. Des radiographies incroyablement efficaces sont en fait très précieuses pour la société, n'est-ce pas? Mais nous voulons aussi, pour bien réfléchir à la manière dont nous allons assurer la transition de ces personnes ou à la manière dont nous allons réellement. Processus, soyez fluide. Expropriation de valeurs culturelles. Nous y avons donc fait allusion plus tôt avec notre exemple particulier, mais en s'appropriant, utilisant ou reproduisant du contenu ou des données provenant principalement de groupes minoritaires, groupes de manière insensible, sans contenu ni juste compensation. Imaginez maintenant que ces systèmes bénéficient particulièrement d'exemples de formation inhabituelle. Ils ont quelque chose d'intéressant et de passionnant qui peut être capturé, n'est-ce pas, si le R original produit quelque chose comme ça et toute la valeur va à un système qui prend ensuite. Cela produit un tas d'autres choses, n'est-ce pas, qui diminue l'incitation à. J'ai en fait ce travail intéressant sur le front-end. Extraction d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Peut permettre aux utilisateurs d'extraire certains droits d'auteur. Un contenu protégé qui appartient aux données d'entraînement, n'est-ce pas? Je pense donc que c'est probablement l'exemple le plus célèbre de ce droit, est maintenant publié par le New York Times. Le New York Times est parti. On dit, attends une minute, c'est vrai, ils ont accusé ChatGPT de dire si vous lui donnez la bonne invite, cela reproduit en fait des articles textuels ou des parties qui ont été écrits dans le New York Times. C'est assez inquiétant, non? Matériel protégé, s'il n'est pas protégé, vous devriez vous en inquiéter. Enfin, en ce qui concerne les risques culturels, je voudrais parler de la stymie et de la créativité. Permettez-moi donc de lire ceci d'abord, puis de vous donner mon exemple préféré tiré de la littérature universitaire à ce sujet. Ainsi, selon Wildinger, si une prédiction d'un modèle linguistique était un substitut crédible à un exemple particulier de créativité humaine, autrement protégé par le droit d'auteur, cela permet potentiellement de remplacer ces œuvres sans les droits d'auteur de l'auteur. C'est un peu vague. Permettez-moi d'en venir à un exemple précis que j'aime beaucoup. Il s'avère donc, si vous remontez à 1800, des personnes produisaient des opéras en Italie. Et dans différentes régions d'Italie, il y avait de meilleurs droits d'auteur et de moins bons droits d'auteur. Et il s'avère que dans les domaines où les droits d'auteur sont moins bons, et en particulier plus tôt où il n'y en avait pas assez, aucun droit d'auteur n'est valable nulle part, vous voyez une tonne d'imitateurs, d'opéras, dont aucun n'est trait. Donc, si quelqu'un écrit quelque chose, si quelqu'un l'aime, tout le monde le copie, alors la personne qui ont proposé quelque chose de nouveau n'obtiennent pas beaucoup d'avantages, ils ne consacrent pas beaucoup de temps, beaucoup de petits changements progressifs, pas beaucoup d'avantages.
Vous introduisez le droit d'auteur et tout à coup, vous avez des gens qui investissent beaucoup plus dans des œuvres beaucoup plus importantes et intéressantes. Donc, pour ceux qui s'intéressent à cet exemple particulier, je vais vous indiquer Petra Moser, une universitaire vraiment merveilleuse à l'Université de New York. Vous qui avez fait ce travail, mais je tiens simplement à souligner son importance. OK. Très bien. Je voudrais donc terminer en parlant de la manière dont nous espérons que vous interagirez avec nous. Nos prochaines étapes sont les suivantes. Nous allons dire que pour l'instant, nous vous avons donné une liste des risques qui se présentent ici. Nous voulons maintenant les hiérarchiser. Nous voulons discuter avec des experts à ces différents domaines et demander leur à quoi les modélistes doivent-ils le plus réfléchir. Les décideurs politiques doivent penser à la plupart des choses, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes l'un de ces experts, nous aimerions discuter avec vous. Nous voulons identifier les acteurs responsables. Donc, si vous pensez aux données de surveillance, pour essayer de suivre ces choses, différentes personnes doivent le faire, non? Alors peut-être que le gouvernement est vraiment important pour le gouvernement. Pour suivre la désinformation, alors qu'il est très important pour un modéliste de faire de nombreux tests. Les données d'origine, soulignez-les. Et enfin, nous voulons vraiment sortir dans le monde. D'accord, nous avons dit que ce sont les risques auxquels sont exposés les modélistes et que c'est ce qu'ils devraient. En faisant le suivi, nous voulons savoir ce qu'ils font réellement et voir s'il y a ces lacunes. Très bien, je vais donc laisser ceci à tous ceux qui souhaitent participer à ce sujet. Nous avons une prépublication, vous pouvez en quelque sorte lire comment nous l'avons créée, ce qu'elle couvre. Vous pouvez explorer notre base de données, n'est-ce pas? S'il existe un risque particulier qui vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus et voir 20 ou 30 exemples différents provenant de personnes parlant de ce type de risque en particulier, afin que vous puissiez réellement vous y intéresser. Visitez notre site web, il suffit de rechercher le référentiel des risques liés à l'IA, et il y a un formulaire de commentaires s'il y a quelque chose que nous avons oublié, si vous pensez qu'il y en a. Il y a quelque chose d'important, venez nous faire part de vos commentaires. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Merci. Merci beaucoup Neil, je me sens toujours si privilégié de pouvoir assister à l'un de vos exposés. C'est génial. Merci beaucoup. C'est maintenant le moment de notre dernière table ronde de la journée, mais avant cela, je tiens à vous remercier tous. Vous d'être venus aujourd'hui avec nous à l'Agora. Nous avons eu une discussion très enrichissante, abordé des questions importantes telles que l'importance d'une IA responsable et les impacts sociétaux et environnementaux de l'IA. Nous espérons que vous repartirez aujourd'hui avec de nombreux points à retenir sur l'IA responsable. Simia est une fois de plus fière d'avoir été, pour une deuxième année, l'organisatrice principale de la conférence complète aux côtés de Scali et Mila. Et j'ai hâte de poursuivre ces discussions avec vous après la pause.